Eh bien, donc, atelier Google Classroom. Donc, on va commencer tout doucement par voir ce que c'est déjà Google Classroom. Je ne sais pas si vous avez eu déjà la chance de l'utiliser, mais bon, en tout cas, peu importe pour cet atelier. Il n'y a pas de prérequis si vous avez déjà utilisé ou pas. Je vais simplement vous demander de vous rendre sur le lien de Google Classroom, donc, que je vous ai communiqué par courriel la dernière fois, et ça se trouve également dans l'invitation. Je vais quand même vous l'envoyer dans le clavardage ici. Donc, on va l'utiliser un peu. Donc, on va faire quelques petits exercices. Donc, il y a une dizaine, mais il y a quelques exercices qui prennent quelques secondes à réaliser, quelques autres sur lesquels on va passer un peu plus de temps. Donc, c'est quoi Google Classroom? Premièrement, Google Classroom, c'est une plateforme d'apprentissage de Google. Son but, c'est de simplifier et de vraiment fluidifier la diffusion des contenus de cours, des exercices, des devoirs. C'est-à-dire, vous pouvez mettre en place des exercices. Les étudiants répondent à ces exercices. Soit, par exemple, c'est un questionnaire, c'est une question tout court ou c'est un document que vous allez leur demander de vous envoyer. Vous pouvez faire une notation, noter les étudiants, et puis automatiser également l'envoi des notes aux étudiants. Bon, là, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on va voir rapidement un peu aujourd'hui. À la base, si vous voulez, Google Classroom a été créé pour enlever du papier, entre guillemets, dans les classes de cours. C'est-à-dire que ça a été créé en 2014, la première fois, même avant et en dehors du contexte de pandémie ou l'enseignement à distance. Vous pouvez l'utiliser aussi donc, sur les appareils mobiles, c'est-à-dire que vous pouvez télécharger l'application si vous êtes sur Apple, sur App Store ou Android sur Play Store pour aller télécharger l'application. Ça marche également sur les tablettes. Si vous êtes sur, par exemple, iPad ou d'autres tablettes, vous pouvez aller télécharger l'application qui fonctionne plutôt bien et c'est très fidèle aux interfaces que vous allez voir sur le navigateur. Donc, c'est parti. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, si vous êtes d'accord, c'est une dizaine d'astuces et de techniques rapides qu'on va voir ensemble. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est que là, je vous présente l'astuce et je vous demande de prendre la main et de faire l'exercice également avec moi. Donc, premièrement, c'est la connexion donc, sur Google Classroom. Si vous vous connectez avec votre adresse UARST, donc je vous demande de faire cet exercice, s'il vous plaît, d'aller sur votre adresse UARST. Et donc, cliquez sur le lien que je vous ai envoyé dans le clavardage, qui est classroom.google.com. À ce moment-là, ça vous amène sur un endroit où il n'y a peut-être rien, ou si vous avez déjà créé des cours, vous allez voir le titre de vos cours. Donc, pour créer un cours, simplement, on clique sur plus qui est en haut, à droite. Créer un cours. Rejoindre un cours, c'est quand vous souhaitez rejoindre un cours en tant qu'étudiant. Mais là, créer un cours, quand vous cliquez sur créer un cours, vous pouvez, il faut à minima avoir un nom qui est obligatoire pour le cours. Vous mettez ce que vous voulez, cours TES, cours ABC, etc. Section, par exemple, si vous êtes en administration des affaires, en psychologie, vous pouvez mettre la section que vous souhaitez. Cela vous donne peut-être plus d'indications à vos étudiants s'ils sont inscrits sur plusieurs cours dans différentes unités d'enseignement à l'université, ils vont pouvoir les distinguer. Moi, ce que je vous conseillerais dans notre contexte à l'UARST, ce serait de mettre le code, on va dire, de votre cours, par exemple ADMN ou PSYC 2632, ou enfin le chiffre qui va avec, ce serait peut-être encore plus précis. La matière, vous pouvez mettre psychologie, administration des affaires, enjeux humains et sociaux, tout ce que vous voulez. Et puis, pour la salle, moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'insérer votre lien Zoom. En fait, c'est la toute première astuce que je voulais partager avec vous. C'est très important quand même de faire cet exercice parce que les étudiants cherchent souvent en fait où se trouve le lien Zoom. Donc là, ça va vous faciliter un peu la communication avec vos étudiants. Ils sauront où se trouve le lien Zoom de votre cours. Si vous optez pour un lien Zoom unique, qui va être peut-être votre lien Zoom personnel de votre salle de réunion personnelle sur Zoom, je vous recommande quand même d'insérer ça dans la partie salle. Même si les étudiants ne pourront pas cliquer directement là-dessus, il va falloir qu'ils copient-collent en fait ce lien pour accéder à votre Zoom, mais ça vous faciliterait quand même la communication. Donc là, c'était la toute première astuce que je voulais partager avec vous, c'est-à-dire créer un cours et insérer votre lien Zoom sur dans les informations sur la classe. Qu'est-ce que cela va donner? Donc, si vous avez réussi à créer votre cours maintenant, quand vous allez dans votre cours, là, par exemple, j'ai créé un cours ici qui s'appelle « Cours de l'atelier ».
Donc là, dans la section, j'ai mis transfert, je n'ai pas mis parce que ce n'est pas lié, rattaché à une unité donnée. Et donc là, quand je clique sur les informations sur le cours, je vois que là, dans la salle, c'est mon lien Zoom qui est inséré ici. Donc là, vous pouvez l'indiquer à vos étudiants que si vous cherchez le lien Zoom unique, à condition que ce soit unique, bien évidemment, à nouveau, vous pouvez partager en fait votre lien Zoom de votre salle de réunion personnelle. À ce moment-là, ils sauront où aller le trouver parce que voilà, c'est intégré déjà dans les informations sur la classe. Est-ce que c'est beau jusque-là? Oui, Mélissa. Ça sert à quoi le code du cours? Le code du cours. Alors, oui, je vais y arriver. Le code du cours, c'est un code unique qui est généré en fait par Google Classroom pour pouvoir partager ce code avec vos étudiants. C'est-à-dire que là, moi, ce que je vais faire, c'est que si vous voulez, je vous envoie ce code de cours dans le clavardage. Et ce que je vais vous demander de faire, si cela ne vous dérange pas, c'est de revenir sur vos cours, en fait, ici, là où il y a le cours, le catalogue de votre cours. Cliquez sur le plus qui est en haut à droite. Et quand vous faites rejoindre un cours, vous pouvez copier-coller le code que je vous ai envoyé dans le clavardage. Si vous voulez, je mets, c'est SVNPAPR. Donc, c'est un code qui est généré automatiquement par Google Classroom. Donc là, cela vous permet de rejoindre le cours que je viens de créer. Après, vous pouvez l'effacer. Bon, c'est juste à des fins de cet atelier. Vous pouvez demander à vos étudiants de se connecter à votre cours via ce code ou éventuellement via un lien que vous pouvez leur envoyer. Donc, c'est identique. Ça les amène au même endroit. Est-ce que vous avez réussi déjà à le faire? Parfait. Donc là, ce qui va se passer, c'est que moi, si je mets le code de cours que j'ai créé moi-même dans lequel je suis enseignant, je ne pourrais pas rejoindre ce cours en tant qu'étudiant. Ça, c'est aussi une des, on va dire, limites de Google Classroom. On va y arriver. C'est que je ne peux pas être à la fois enseignant, à la fois étudiant dans mon cours. Donc, je ne peux pas voir ce que voient les étudiants directement, parce qu'il y a parfois quelques interfaces et quelques écrans qui sont différents de ce que vous voyez en tant qu'enseignant, ce que verraient les étudiants en face. Donc, là, si je vais dans les participants, normalement, je vois qu'il y a quelques personnes qui sont connectées à mon cours. On va très bien. Donc voilà, là, c'est l'intérêt, on va dire, pour pouvoir partager votre cours. Vous pouvez cliquer ici sur « Code du cours ». Et puis, soit vous pouvez copier le lien d'invitation que vous pouvez mettre dans un courriel envoyé à vos étudiants. Comme ça, ils vont connecter à votre cours. Ou enfin, dans la première réunion, rencontre sur Zoom, si jamais vous passez par Zoom, vous pouvez leur envoyer dans la partie clavardage et tout de suite, ils vont être connectés à votre cours. Donc, quand ils reçoivent le lien, ils cliquent, ils vont être sur Google Classroom et Google Classroom leur demande est-ce que vous acceptez de faire partie de ce cours ou pas. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Pour revenir sur cette histoire de lien Zoom dont je vous ai parlé, quand vous créez un cours, dans le cours que vous venez peut-être de créer là maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle Meet. Donc ça, c'est la fonctionnalité, on va dire, de Google Meet, qu'on ne va pas utiliser à l'université, que je ne recommande pas tant que ça, parce que Zoom, on a l'habitude, donc c'est beaucoup plus facile d'utilisation, on va dire. Ce que vous pourrez faire tout simplement, c'est peut-être cliquer sur les 3 points ici et cliquer sur « Ignorer ». Comme ça, là, ce bloc, on va dire, de Google Meet va disparaître, si jamais. Parce que parfois, Google a tendance à imposer ses autres outils, on va dire, dans un outil donné. Si vous cliquez sur ces 3 points et vous faites « Ignorer », cela va disparaître, normalement. Donc, il va vous dire, est-ce que je dois retirer ça du flux? Donc là où on est, c'est le flux, on va dire, de cours. Donc, vous dites « Retirer du flux ». Est-ce que c'est beau? Jusque-là, des questions? Parfait. Très bien. Donc, deuxième astuce, ça va être publier les supports de cours dans l'onglet Travaux et devoirs. Parce que souvent, le nom, on va dire, de l'onglet Travaux et devoirs, c'est un peu trompeur quelque part, parce qu'on va se dire, là, c'est l'endroit où je peux juste envoyer et publier mes devoirs et des publications que je souhaite que les étudiants voient. Alors que là, vous pouvez également partager vos supports de cours. J'ai vu des professeurs qui n'ont pas eu l'habitude, on va dire, d'aller ici pour publier et partager des supports de cours avec les étudiants. Ils ont envoyé toujours en fait par courriel, en plus de Google Classroom. Donc là, ce que je vous recommande, ce serait de venir ici, dans l'onglet Travaux et devoirs, cliquer sur « Plus créer » et dans la documentation,
vous pouvez ajouter le fichier que vous voulez, soit vous pouvez aller chercher le fichier directement à partir de votre Google Drive. Donc, à ce moment-là, vous voyez que là, c'est des fichiers récents, ou si je vais dans mon Drive, donc c'est l'ensemble des dossiers que j'ai dans mon Google Drive. Et ce que je vous recommande de faire pour mieux voir, on va dire, le titre de vos fichiers, parce que vous regardez ici, le titre n'est pas complet, je ne peux pas tout voir, il y a des points de suspension. Le mieux, ce serait d'avoir cet affichage dist, ici, en haut à droite. Donc là, comme ça, vous pouvez voir l'entièreté de titre de vos documents. Et donc là, je peux prendre quelque chose au hasard, par exemple le déroulement de cet atelier que j'avais préparé. Je vais insérer. Et donc, à minima, il faudra lui donner un titre, donc déroulement, que je vais mettre. Et vous pouvez rajouter une description, c'est facultatif, bien évidemment. Sachez que vous pouvez rajouter plusieurs pièces jointes. Ça peut être par exemple un Google Docs. J'ai un PDF aussi quelque part qui traîne que je vais aller chercher dans mes fichiers personnels. Donc, à nouveau, je refais. Donc là, la flèche vers le haut, importer le fichier, je clique. Je vais importer dans Browse. Tout n'est pas traduit malheureusement en français. Et donc là, je peux chercher le fichier que je souhaite et je l'insère. Là, imaginons que là, par exemple, je vais prendre quelque chose. Je vais prendre là, le fichier de Padlet, typiquement. Et donc, il va le charger. Peut-être pas forcément le bon fichier. Bon, je ne sais pas si vous êtes en train de faire le même exercice à côté dans le cours que vous avez créé. Bon, en tout cas, je vais prendre un fichier un peu moins lourd. On va dire juste une image, par exemple. Voilà. Donc là, comme vous pouvez constater ici, vous pouvez rajouter plusieurs objets comme pièces jointes. Vous pouvez mettre également des liens. Par exemple, si vous souhaitez que les étudiants aillent voir, par exemple, une ressource avec un lien hyperlien, donc que vous souhaitez diriger des étudiants vers ce lien, vous pouvez insérer ce lien également. Vous pouvez juste coller le lien que vous avez copié. Vous pouvez directement insérer des vidéos YouTube. Soit vous avez déjà le lien URL de votre vidéo YouTube que vous pouvez insérer ici, soit vous pouvez directement faire une recherche ici aussi. Par exemple, si je mets par exemple initiation Google Classroom, imaginons, et que je fais rechercher, il va m'afficher, c'est exactement le même modèle, on va dire, d'affichage et de recherche que vous pouvez trouver sur YouTube directement. Donc, vous pouvez aussi visionner la vidéo avant l'envoi à vos étudiants. Donc, vous ajoutez la vidéo. Comme vous pouvez voir ici, je peux rajouter plusieurs choses. La dernière chose que je pourrais rajouter, la dernière catégorie de choses, ce serait aussi de cliquer sur « Plus » pour ajouter, par exemple, directement créer et rajouter un document, un slide, un Google Sheet, les dessins aussi, qui est nouveau récemment, et formulaire. Donc, vous pouvez rajouter plusieurs choses. Et ce que vous pouvez faire ici, c'est il dit pour qui, c'est pour quel cours. J'ai mis pour cours de l'atelier. Je peux également poster la même chose si vous donnez par exemple plusieurs cours en parallèle. Vous pouvez l'envoyer sur plusieurs cours. Je peux par exemple cliquer ici. Après, si je clique sur plusieurs cours, je vais perdre la fonctionnalité de à quels étudiants je veux envoyer ça. C'est-à-dire que là, ça va être envoyé uniquement à l'ensemble des étudiants qui sont inscrits dans l'ensemble de vos cours. Si je prends un cours spécifique, cours de l'atelier, je vois qu'ici, il y a quelques élèves qui sont inscrits. Je peux soit envoyer à tous les élèves, soit je peux faire une sélection, je peux envoyer à certains étudiants, certaines étudiantes à ce moment-là. Donc, ça, c'est une bonne fonctionnalité si vous souhaitez vraiment envoyer à un groupe donné des étudiants. Alors, ça va générer un courriel, c'est ça? Exactement. Ce qui va être fait, c'est que les étudiants vont recevoir un courriel. Votre professeur a publié, ça va ressembler à peu près à ça. Peux-tu nous en envoyer un pour que je vois à quoi ça Oui, ressemble? bien sûr, oui, tout à fait. Je vous envoie. L'autre chose que je voulais vous dire avant l'envoi, c'est que là, vous pouvez associer un thème donné à votre cours. Je vais y arriver en fait à quoi servent les thèmes. Soit vous avez déjà préidentifié les thèmes, ça va vous permettre de ranger, on va dire, vos publications dans l'onglet Travaux et devoirs. Soit vous pouvez directement, à partir d'ici, créer un thème que je peux appeler, par exemple, support de cours. Imaginons. Donc, soit je vais publier tout de suite. Si je fais ça, tout de suite, vous allez recevoir un courriel. Soit si je viens dans la petite flèche, attention ici, à droite,
Ce que je pourrais faire, c'est de programmer la publication. C'est-à-dire que là, imaginons que là, vous donnez un cours aujourd'hui et que là, demain après-midi, vous souhaitez que les étudiants reçoivent les supports de cours parce que vous n'avez pas le temps entre-temps de le faire. Vous pourrez pré-programmer l'envoi. C'est-à-dire que là, vous dites que là, je veux que ce soit envoyé, par exemple, demain à telle heure. Bon, je ne vais pas le faire pour l'instant. Et quand vous faites programmer, il va enregistrer, il va envoyer le courriel de notification à vos étudiants à ce moment-là. Sinon, vous pouvez aussi enregistrer comme brouillon. Donc, ça va rester là, c'est-à-dire que vous pouvez revenir sur cette publication et faire des éditions. Je prends la question de Pauline aussi. Ah oui. Est-ce que tu nous as inscrits avant? Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai envoyé un code dans le clavardage. Oui. Je ne sais pas si tu as eu la chance de le voir. Donc là, est-ce que tu t'es inscrite? Tu as rejoint le cours peut-être? Oui, tu as rejoint, donc tu fais partie du cours. Oui. Ouais. Alors, OK, c'est quand je reçois le code que les étudiants et les étudiantes s'inscrivent. Il y a plusieurs façons de faire. C'est que là, si je viens dans l'onglet participants, ici, je clique sur plus. Parce qu'enseignant, il n'y a que moi. Je peux rajouter peut-être d'autres enseignants. Si jamais vous donnez le cours en binôme ou avec d'autres professeurs, je peux le faire. Mais là, ici, si je viens pour rajouter un autre étudiant, je viens ici saisir un nom. Par exemple, si je veux rajouter Yannick, donc là, normalement, c'est bien d'enregistrer même le nom de vos étudiants. Normalement, ça doit être enregistré dans le répertoire, on va dire, de l'université. Dès que vous tapez le nom, ou vous pouvez faire une copier-coller de l'ensemble des adresses courriels. Imaginons que moi, j'ai l'ensemble des adresses courriels qui me sont envoyées par la registraire. Donc là, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que j'ai copie en fait l'ensemble des adresses courriels d'un endroit. Je vais cliquer sur participant plus, ici, plus élève. Et donc, je fais coller l'ensemble des destinataires. Donc là, vous voyez, l'ensemble des adresses courriels sont sélectionnés ici. Si vous en avez 20, vous n'avez pas besoin d'aller faire des clics donc un à un pour les étudiants, saisir les quelques lettres de leur nom et donc chercher leur adresse courriel de là-bas. Vous pouvez juste avoir en fait quelque part dans un fichier Word ou Excel l'ensemble des adresses courriels que vous pouvez copier et venir ici coller et donc inviter l'ensemble des étudiants. Voilà. Ou comme je vous ai dit, il y a du coup, donc pour résumer, parce que c'est peut-être un peu flou parfois, c'est que là, il y a trois façons d'inscrire vos étudiants à vos cours. Soit vous pouvez leur envoyer un code, donc ils vont s'inscrire via le code que vous allez leur envoyer soit par courriel, soit par exemple ce que j'ai fait dans le clavardage de Zoom, dès la première session de cours. Deuxième possibilité, c'est que vous pouvez copier le lien d'invitation de votre cours. Quand vous êtes ici dans Flux, donc ici, vous cliquez sur Code du cours, donc là, copier le lien d'invitation. Vous pouvez faire pareil, donc ça ramène les étudiants au même endroit. Je fais l'exercice et je insère ça dans le clavardage, donc c'est exactement la même chose. Soit je viens dans Participants et je clique sur plus à côté des élèves et j'insère l'ensemble des adresses courriels et je fais inviter. Donc là, tous les étudiantes et les étudiants seront invités au cours. Est-ce que c'est beau jusque-là? Parfait. Très bien. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Il y a des points que j'ai listés, après on va revenir en arrière. Donc, ce que je disais par rapport à la publication de support de cours, comme vous pouvez constater ici, j'ai créé un nouveau thème qui est support de cours. Et donc là, il y a le déroulement que j'ai rajouté. Donc, quand les étudiants, si vous allez là-dedans, vous allez voir qu'il y a 3 éléments qui sont rajoutés. Avez-vous reçu le courriel, juste pour être sûr? Parfait, très bien. Donc, vous allez voir comme ça quelle est la vue, on va dire, de vos étudiants. Parce qu'une des problématiques avec Google Classroom, c'est que, comme j'ai dit à l'instant, vous ne pouvez pas voir ce que voient les étudiants. Donc, c'est un peu difficile parfois de voir réellement quelle est vraiment la perception des étudiants, quelles sont les communications. Donc là, c'est comme ça que l'outil a été conçu. Malheureusement, on ne peut rien faire. Donc, l'autre point que je voulais vous partager, c'était le rangement. Oui, pardon, dis ça. Je voulais juste mentionner que moi, je trouve ça un petit peu embêtant, là, le fait que les étudiants reçoivent toujours un courriel quand on ajoute un support de cours, parce que si, mettons que tu travailles sur le cours pendant la fin de semaine ou en soirée, puis que tu te rends compte que tu as fait une erreur, que tu veux supprimer le contenu puis recommencer, ils voient tout ce que tu fais. Oui.
Je suis d'accord avec toi. C'est une des Des limites. fois, ça l'agace, ouais. Oui, exactement, oui. Ça m'a agacé aussi quand je donnais un cours l'année dernière et donc les étudiants voyaient toutes mes modifications. J'ai enlevé quelques slides dans mon Google Slide et ils l'ont vu. Et donc là, dans l'examen, j'ai été grillé, entre guillemets, parce que je ne peux pas questionner les étudiants sur les slides que j'avais effacés. Ils les avaient déjà vus, effectivement. Mais donc là, pour pallier ce problème, la solution qui pourrait C'est le exister, brouillon. ce serait de, dans Travaux et devoirs, par exemple ici, quand je vais faire une publication, une documentation, c'est d'utiliser, je le teste ici, c'est d'utiliser cette fonctionnalité d'enregistrer comme brouillon ou voire programmer. Par exemple, si tu te dis que là, je veux travailler encore sur ce support de cours là-dessus, peut-être que c'est un document Google Doc ou quelque chose de Google Drive que tu as rajouté ici en cliquant sur plus et que là, tu souhaites encore modifier cela. Donc là, en enregistrant le brouillon, tu te donnes le temps, ça reste ici, tu sais où te rendre à chaque fois pour faire des modifications. Ou encore, tu peux programmer, tu te dis que là, de toute façon, je me pose, on va dire, entre guillemets, une échéance pour dire que là, il va falloir que là, d'ici la fin de la semaine, j'aurai terminé mes modifications sur les documents et que là, par exemple, samedi matin ou lundi matin, les étudiants reçoivent une notification comme quoi le support de cours est disponible. À ce moment-là, tu pourras utiliser la fonction de programmer, parce que tu peux mettre l'horaire, le jour, etc. Donc ça, c'est quand même pas inutile. Avant, ça n'existait pas. Quand je dis avant, moi, la première fois que j'ai vu Google Classroom, c'était en 2015. 2015-2016, je vous rappelle que là, c'était juste publier et publier. Donc, tu envoies. Et donc, tu ne peux plus revenir en arrière, malheureusement, parce que tout est partagé avec les étudiants. J'espère que ça répond à ta question, Melissa. Très bien. Donc, l'autre point que je voulais partager avec vous, c'est le rangement des travaux et devoirs par thème. C'est très important parce que vous allez vous y perdre dès que vous rajoutez des choses. Imaginez que ça fait juste plusieurs lignes. Et donc, le mieux, ce serait vraiment à chaque fois, une fois que vous avez votre plan de cours, et une fois que vous avez la structuration générale de votre cours, moi, je vous recommande, si vous souhaitez utiliser Google Classroom, de venir ici directement dans Travaux et devoirs, une fois que vous avez créé votre cours, et venir ici et créer des thèmes. Donc, dans Plus, Créer, et ensuite dans Thème. Et donc, il vous demande juste le titre de votre thème. Ce que vous pouvez faire, ce serait par exemple par ordre chronologique. C'est-à-dire que là, vous dites par exemple semaine 1, là de ce cours bloc 5, par exemple, qui a démarré le 29 novembre jusqu'au 3 décembre, c'est la semaine 1 de votre cours. Donc là, vous faites ajouter et cela vous ajoute en fait un thème ici. Après, vous pouvez modifier l'emplacement des thèmes. L'autre possibilité, ce serait avoir une structuration thématique, c'est-à-dire que là, vous souhaitez avoir un thème qui va s'appeler support de cours, un autre thème qui va s'appeler les exercices, un autre thème qui va s'appeler examen final, imaginez. Donc, c'est très important de le faire parce que sinon, on va s'y perdre. Les étudiants également vont s'y perdre. Je vous recommande fortement de faire cet exercice avant le démarrage ou avant même le partage de votre cours avec vos étudiants. Vous pouvez le faire bien évidemment plus tard aussi. Voilà. Pauline, je t'en prie. Est-ce qu'on peut, quand on fait nos thèmes, mettons, tu as 5 thèmes, Ouais. est-ce que tu peux ramener le dernier que tu as fait au début? Exactement, oui. Il y a plusieurs possibilités. Oui. C'est une excellente question. Par exemple, imaginons que là, j'ai mis exercice, sauf que là, je veux mettre les exercices au tout début. Il y a deux possibilités. Soit je viens ici dans le bandeau où il y a le titre, quand je vois la main avec le doigt. Donc, je clique et je maintiens le clic. Et donc là, je peux déplacer vers là où je veux. Je mets par exemple tout en tout haut. Ici, ça n'a pas pris. Pardon. Je fais étape par étape. Donc, très bien. Donc, les exercices sont là. L'autre possibilité, c'est que là, par exemple, tu n'as pas envie de faire un clic et maintenir le clic. Tu peux venir sur les 3 points qui sont là, les 3 points verticaux, cliquer et de dire déplacer vers le haut ou déplacer vers le bas. Ça le met juste, ça le place en haut de thème précédent ou en bas de thème suivant. Voilà. C'est une astuce qui peut être utile. Si vous associez aucun thème à une publication, à une documentation, à une question, un questionnaire, n'importe, ça va s'afficher par défaut tout en haut. En fait, ici, regardez, j'ai mis support de l'atelier, j'ai associé à aucun thème.
test, j'ai associé à aucun thème, donc ça va s'afficher tout en haut. S'il y a des documents qui sont des documents clés, par exemple, imaginons le plan de cours, peut-être. Le plan de cours, c'est un document, peut-être, et que là, vous n'avez pas envie de créer un thème qui s'appelle plan de cours. Donc, vous pouvez venir et insérer le plan de cours sans l'associer à un thème donné. Donc, ça va s'afficher tout en haut. Donc, les étudiants sauront où se trouve le plan de cours. C'est tout en haut. Après, les thèmes que vous allez créer pour les supports de cours, les exercices, quiz, etc. Si vous, par exemple, si je crée cette publication test et je veux l'associer quand même à un thème donné. Donc, il y a deux possibilités. Soit je fais clic sur ça et je le tire et je le place en fait sous un thème donné. Je peux le faire ici. Et je peux l'enlever aussi. Non, je ne peux pas l'enlever, je pense. Une fois que ça va dans un thème, ça va dans un thème. Vous ne pouvez pas le dissocier d'un thème. L'autre possibilité, c'est de venir à côté de n'importe quelle publication que vous avez fait, sur les 3 points, vous cliquez, vous faites modifier, et là-dedans, vous pouvez associer un thème ou enlever le thème. Si vous dites par exemple aucun thème, ici, donc là, et je fais publier, et donc là, je vois que ça s'affiche en haut, et c'est associé à aucun thème. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, si vous souhaitez qu'on fasse peut-être l'exercice un tout petit peu, ou c'est beau. Ou des questions, je ne sais pas. Ça va, c'est beau, parfait. Très bien. Bon, c'est très important, comme je vous ai dit, pour résumer, avant le démarrage de cours, je vous recommande quand même d'aller créer votre cours dans Google Classroom, si c'est là, c'est la plateforme que vous souhaitez utiliser, d'aller directement dans les travaux et devoirs et faire une structuration de votre cours. Au moins, il y a votre plan de cours en PDF ou en Word, ou ce que vous souhaitez, que vous pouvez insérer. Après, les thèmes que vous pouvez créer par semaine, éventuellement peut-être par jour de cours, si jamais vous avez beaucoup de matière. Et donc là, dans une journée de cours, vous envoyez plusieurs supports. Vous souhaitez faire des publications distinctes. Vous pouvez faire aussi par ordre chronologique par jour. L'autre possibilité, par exemple, j'ai vu des professeurs qui faisaient, si je veux, par exemple, renommer ce thème-là, je viens ici sur les 3 points et je fais renommer. Et donc, ils mettaient, par exemple, semaine 1, et après, là-dedans, dans les publications, ils faisaient des publications qui étaient 1.1, 1.2, 1.3, etc. Bon, ça peut être aussi une approche. Par exemple, semaine 1, on sait que là, 1.1, c'est les supports et les devoirs de jour 1. 1.2, c'est le jour 2. Si je mets, par exemple, 3.3, ça veut dire que la semaine 3, jour 3, c'est quelle documentation ou quel support. Très bien. L'autre aspect, c'est gérer le flux de cours et les droits des étudiants au niveau du flux. Donc là, je vais revenir un instant dans l'onglet flux. Flux, pardon. Je recommande de venir ici également. Ici, vous voyez que c'est marqué « Annoncer quelque chose à votre classe ». C'est-à-dire que là, vous pouvez mettre une annonce comme quoi « Bonjour, nous allons commencer avec 5 minutes de retard », ce qui peut arriver, malheureusement. Et donc là, vous pouvez peut-être faire aussi un peu de traitement de texte, mettre ça en gras et souligner pour que les étudiants voient. À nouveau, pareil, vous pouvez décider pour quel cours vous faites cette annonce. Même si vous êtes dans le cours de l'atelier, vous pouvez faire ça pour un autre cours également, mais là, par défaut, ça va être publié également dans ce cours. Et vous pouvez faire aussi une sélection des élèves ou à l'ensemble des élèves. Donc, si je fais ça, c'est publié. Normalement, vous recevrez aussi un message comme quoi il y a une publication dans le flux, on va dire. Ça, c'est un peu la fonctionnalité annonce que vous avez peut-être vu dans Moodle, si vous avez l'habitude de l'utiliser. Dans Moodle, il y a annonce qui est une section qui est par défaut là, et donc là, vous pouvez rajouter des publications. Donc, ici, vous pouvez également, donc comme dans travaux et devoirs où je peux rajouter des supports de cours, vous pouvez également faire des publications, des supports de cours et des documents. Mais je ne recommande pas ça pour envoyer des supports de cours ni pour les exercices. Beaucoup plus pour envoyer peut-être un document assez rapidement à vos étudiants pour lequel vous souhaitez garder une traçabilité. Vous dites, allez regarder une vidéo que je viens de poster, de publier sur les flux de Google Classroom dans votre cours. Donc là, c'est utile quand même. Vous pouvez, pareil, cliquer sur vidéo, soit vous faites la recherche ici, soit vous insérez le lien directement ici, ou vous souhaitez, par exemple, leur communiquer un lien vers un fichier ou vers un site web. Ça, c'est utile. En donnant peut-être une explication, je recommande d'aller lire ça rapidement et donc on se reparle dans 5 minutes dans le cours, par exemple. Et donc,
C'est important parce que quand vous faites une publication, moi, je peux rajouter un commentaire et les étudiants pourraient aussi rajouter des commentaires. Donc, vous êtes inscrit là maintenant comme étudiant dans le cours que je viens de créer. Si vous allez dans les flux de ce cours, est-ce que vous pouvez laisser des commentaires en tant qu'étudiant, entre guillemets, étudiante? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de laisser un commentaire? Parfait. Donc, super, très bien. Bon, bien reçu, merci aussi. Donc, il y a 4 commentaires au cours qui ont été rajoutés et moi, je viens de recevoir aussi les courriels pour me notifier que les étudiants ont laissé des commentaires là-dedans. Donc, ça, c'est aussi configurable. Bonjour Michel, merci beaucoup. Bonjour Mélissa aussi. Parfait. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous souhaitez peut-être enlever cette fonctionnalité, que les étudiants ne laissent pas de commentaires. Parce que déjà, après, je vais vous dire comment gérer les courriels, les notifications courriels de votre côté. Vous souhaitez juste faire des publications, ça va être unilatéral, c'est-à-dire que vous envoyez, les étudiants ne peuvent pas interagir. Bon, c'est un peu moins fun parce qu'on veut que les étudiants interagissent. Et surtout, ce serait peut-être pas mal parce que si vous envoyez un document, par exemple un vendredi, pour dire que là, lundi, on s'en reparle, et que les étudiants n'arrivent pas à ouvrir le lien, ils ne peuvent pas vous envoyer un commentaire directement ici. Peut-être il y en a qui sont courageux et courageuses, ils vous envoient un courriel en disant Madame, monsieur, ça ne fonctionne pas. Je recommande quand même de garder cette fonctionnalité commentaire, mais vous pouvez aussi laisser le choix aux étudiants de faire une publication et de faire une annonce. Est-ce que vous, de votre côté, vous êtes capable, dans ce cours, de faire des annonces? Je ne pense pas. Tout en haut, donc vous n'avez pas la possibilité. Pourquoi? Parce que vous pouvez configurer ça, c'est-à-dire que vous pouvez laisser le droit et les permissions à vos étudiantes et étudiants de faire également des publications sur cet espace flux. Comment le faire? Je viens ici, dans n'importe quelle fenêtre de Google Classroom, en haut, la petite vis qui est en haut à droite, quand je clique. Dans le cours que vous êtes enseignant, vous pouvez faire ça. À nouveau, je reprends. Si vous allez dans un cours que vous venez de créer vous-même, pas le cours dans lequel vous êtes inscrit maintenant, vous allez en haut à droite, dans la petite vis qui est là, et vous allez voir que vous allez retrouver les informations générales sur la classe que vous pouvez modifier si jamais. Et il y a un onglet qui s'appelle « Général ». Et donc là-dedans, il y a quelque chose qui s'appelle « Flux ». Les élèves peuvent uniquement ajouter des commentaires ou les élèves peuvent publier des posts et des commentaires. Seuls les enseignants peuvent publier des posts. Malheureusement, c'est dans la traduction, ils sont plantés. Bon, il n'y a pas tout le texte, mais c'est des posts et des commentaires à chaque fois. Donc, ce qui se passe, c'est que je peux préprogrammer ça. Je peux laisser le choix aux étudiants, la possibilité aux étudiants de laisser des commentaires sur les posts que je fais moi. Je peux leur laisser aussi la possibilité de faire des posts elles-mêmes et eux-mêmes. Ou je peux dire que là, je veux que ce soit juste un mur où moi je publie et les étudiants ne peuvent ni interagir ni faire des publications. Moi, ce que je recommande a priori, c'est bien sûr votre choix, c'est de laisser quand même la partie commentaire. Ça ne mange pas de pain, ce n'est pas très gênant quand même. Mais peut-être j'enlèverai la possibilité aux étudiants de faire des posts. Parce que peut-être il y en a qui se trompent ou éventuellement ils sont connectés sur leur téléphone et ils font des publications par mégarde. Mélissa? C'est-tu l'équivalent de la fonction forum comme dans Moodle? Un peu, oui, c'est ça. OK. Fait que si on voulait avoir un forum avec les étudiants, ça serait à travers le flux. Alors, ce n'est pas exactement le forum, c'est beaucoup plus l'équivalent des annonces en fait, qui est en haut de… Quand tu crées en fait, un cours dans Moodle, donc en tout haut, en fait, il y a annonce. Ça va être un peu un mur de publication. Je vais revenir sur la fonctionnalité forum. C'est une excellente question. On peut créer des forums en fait, sur Google Classroom en donnant un sujet donné, une question donnée. Après, les étudiants peuvent interagir, peuvent commenter aussi les travaux des uns et des autres. Ouais. Je vais y arriver. Ouais, merci. Donc là, comme je vous ai dit, je recommanderais quand même que les étudiants puissent ajouter des commentaires, mais pas faire des posts. Après, c'est votre choix. Sinon, si jamais
vous pensez que vous avez des étudiants, parfois ça peut arriver, des personnes qui sont très bavardes et qui laissent des commentaires partout, vous ne voulez même pas ça, vous dites que là, seuls les enseignants peuvent publier, c'est-à-dire vous-même et d'autres personnes, vos collègues qui sont peut-être inscrits comme enseignants dans votre cours. Est-ce que c'est beau jusque-là? Parfait. L'autre chose, ici, tant qu'on y est, c'est travaux et devoirs sur flux. Donc, vous pouvez faire le choix d'avoir des notifications réduites, c'est-à-dire que si vous souhaitez avoir un flux assez rangé et que là, les messages ne se perdent pas, en fait, parce que vous faites une publication, donc il y a une annonce dans les flux. Là-dessus, vous dites, bah là, bonjour, aujourd'hui, je vais avoir 5 minutes de retard. Bonjour, nous allons aujourd'hui nous focaliser sur tel sujet juste pour un peu préparer les étudiants. Donc, vous voulez peut-être faire un peu de ménage. Soit vous pouvez opter pour afficher les notifications réduites. Donc là, à ce moment-là, il n'y a pas les modifications que vous faites, par exemple, sur un document, ça ne va pas apparaître dans les flux. Soit vous pouvez complètement faire masquer les notifications. Dans ce cas, si je fais masquer les notifications et je fais enregistrer, ce que je verrai ici dans mon flux, ça va être juste les messages que j'ai publiés et pas les publications que j'ai faites et les notifications que j'ai faites moi-même. Bon, je refais un peu pour vous montrer ce que ça fait comme différence. Donc, je viens ici à nouveau, donc je reprends, dans paramètres de cours en haut à droite, dans le cours que vous avez créé, dans général, masquer les notifications. Je peux revenir en arrière quand je fais afficher les notifications réduites. Quand je reviens ici, je vois que là, je peux revoir en fait les publications que j'avais faites. Mélissa? Oui, est-ce que les étudiants vont recevoir à ce moment-là 2 messages quand, par exemple, quand tu publies un nouveau support de cours, ils vont recevoir une notification par courriel, mais si ça apparaît aussi sur le flux, est-ce qu'ils vont recevoir 2 messages? Alors, non. Ils vont recevoir juste un seul message par courriel pour dire que là, il y a une publication qui a été faite dans les travaux et devoirs. Je pense, si je ne me trompe pas, vous pouvez aller vérifier, Google envoie aussi le lien vers cette publication. C'est-à-dire que vous pouvez directement cliquer et ça vous renvoie vers le devoir qui a été publié par le professeur. Après, si ça s'affiche ici, c'est juste un peu une histoire interne, on va dire, de Google Classroom. Donc, ça ne va pas notifier une deuxième fois les étudiants. Mais c'est une très bonne question parce que ça fait le lien à la transition avec la question de gestion des notifications par courriel. C'est une question très, très importante parce que moi, je viens de recevoir 5-6 courriels à l'instant parce que vous avez laissé des commentaires. Donc, parfois, ça peut être très gênant parce que imaginez que là, vous enseignez dans 2 cours différents, vous co-enseignez avec un ou une collègue et que là, vous allez recevoir, en 1 heure, vous allez recevoir 50 courriels. Donc là, c'est gênant parce que vous ne pouvez pas ranger vos courriels. Ce que vous pouvez faire, c'est programmer les notifications envoyées par Google Classroom ou une autre possibilité, moi, ce que j'avais fait, parce que je voulais quand même garder une trace des courriels qui sont envoyés, parce que parfois, il y a des étudiants qui laissent un commentaire, qui l'effacent parce qu'ils sont un peu timides. Ou, voilà, ça peut arriver, mais vous voulez quand même garder une trace courriel. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est que dans votre boîte messagerie, vous pouvez créer une sorte de filtre qui va vous permettre de ramener l'ensemble des courriels qui sont envoyés par Google Classroom dans un dossier à part. Comme ça, quand vous allez dans votre messagerie, vous n'allez pas être perdu parce qu'il y a 50 messages qui sont arrivés en 1 heure. Après, il y a vos courriels importants qui sont envoyés par d'autres personnes. Voilà. Bon, ça, je pourrais vous montrer à tête reposée comment créer un filtre parce que vous n'allez pas perdre les messages, ça va être rangé juste dans un autre dossier. Vous allez voir quand même des notifications sur ce dossier-là dans votre messagerie Google de l'université. À ce moment-là, vous pouvez aller juste les consulter là-bas. Mais là, sur Google Classroom, ce que vous pouvez faire, et ce que je recommande et je conseillerais de montrer aux étudiants, j'ai préparé une petite vidéo tutoriel que vous pouvez partager avec vos étudiants pour montrer comment elles et eux peuvent de leur côté en fait, enlever les notifications. Vous n'avez pas le contrôle sur les notifications que les étudiants reçoivent. Ils vont recevoir par défaut, s'ils ont programmé ça, l'ensemble des notifications, mais vous, de votre côté, vous pouvez gérer les notifications. Comment ça se passe? C'est que sur les 3 lignes du menu principal, en haut à gauche, juste pour la petite histoire, en informatique, on appelle ça un menu burger, un burger menu. Donc, si je clique sur le burger menu, ça donne peut-être faim là,
Donc, dans le menu principal, si je clique là et je viens dans la dernière section paramètres, alors là, ici, c'est important parce que j'étais en train d'éditer quelque chose. Donc là, je viens dans les notifications email. Il me dit, est-ce que vous souhaitez recevoir des notifications par courriel? Vous pouvez tout effacer. Comme ça, vous n'allez pas du tout être notifié de ce qui se passe sur votre Google Classroom. Vous n'allez pas avoir des traces de courriel. C'est un choix. Parce que ça peut vous agacer. Il y a des courriels, même dans un autre dossier que vous avez filtré sur votre messagerie, ça va faire peut-être un moment trop. À ce moment-là, vous pouvez dire, moi, je viens régulièrement sur Google Classroom. C'est comme si j'ouvre la porte de ma classe physique et je vois que les étudiants travaillent. Et donc là, je vois ce qu'ils ont produit, je prends, je corrige, je donne des notes, etc. Donc, ça peut être un choix. Vous pouvez complètement enlever ça, vous n'allez pas être embêté. Vous pouvez faire, je viens tout de suite en bas de la page, un endroit où c'est marqué notification de cours. À ce moment-là, vous pouvez peut-être dire que là, pour ce cours-là, il y a des étudiants qui envoient beaucoup de posts et de publications. Je ne vais peut-être pas recevoir des courriels pour ce cours-là. Si vous en avez 10, les 10 cours s'affichent ici. Vous en avez 100, les 100 s'affichent ici. Vous pouvez activer ou désactiver les notifications pour un cours donné. Donc là, je ne vais recevoir aucun courriel par rapport au cours de l'atelier sur Google Classroom, alors que là, pour le cours numéro 2, je vais recevoir des courriels. Ça, c'est un choix. Sinon, vous pouvez détailler, par exemple, les commentaires qui sont ajoutés à vos posts. Si j'avais désactivé ça, je n'aurais pas reçu les 5 courriels, les 6 courriels, parce que vous avez laissé 5-6 commentaires dans ma publication. Commentaires dans lesquels vous êtes mentionné, voilà, bon, commentaires privés sur le devoir. Cours dont vous êtes enseignant, c'est devoirs des élèves qui sont envoyés plus tard. Donc, c'est-à-dire que vous avez programmé un devoir et vous avez posé, par exemple, échéance comme aujourd'hui. Et donc là, si on arrive demain, Google Classroom vous envoie automatiquement un message pour dire Alexandre n'a pas envoyé son travail. Donc, allez pinguer Alexandre et envoyer un courriel à Alexandre pour dire il faut envoyer son devoir, par exemple. Voilà, vous pouvez programmer pas mal de choses. Moi, je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est rejoindre l'équipe enseignante d'un cours. Si quelqu'un vous invite, est-ce que vous souhaitez recevoir un courriel ou pas? Publication de chèque publication d'un post programmé. Ça, ce serait bien quand même, par contre, de garder. Si jamais vous avez programmé quelque chose et pour n'importe quelle raison, ce n'est pas publié, que ce soit le fichier est très, très lourd ou il y avait un bug ou ça a planté, moi, je conseillerais quand même de garder ça, même si vous souhaitez en fait tout désactiver. Je garderai quand même ça par précaution. Voilà. Est-ce que c'est beau par rapport aux notifications? Et ce que je disais, pour juste préciser, c'est que ça, c'est une notification que vous pouvez contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler les notifications de vos étudiants. Et donc là, il faudra montrer la même chose à vos étudiants. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai créé, je vais vous envoyer ce lien-là. Il y a un lien qui se cache ici, qui est une petite vidéo de capture d'écran que j'ai tournée pour montrer aux étudiants comment activer et désactiver les notifications courriel de leur côté. Voilà. Parce qu'il y a parfois des étudiants qui se plaignent aussi en disant moi, je reçois énormément de courriels. C'est quoi ce Google Classroom? C'est un peu embêtant. Voilà. Sachez-le. 6e point que je voulais voir avec vous, ça va assez rapidement pour le reste, c'est créer des questions et engager les étudiants dans les discussions de type forum. C'est pour revenir à ta question, Mélissa, de tantôt. C'est qu'on peut effectivement créer un espace de forum, un mini-espace de forum. Ce n'est pas aussi développé et paramétrable, entre guillemets, comme dans Moodle, mais on peut le faire. Donc, pour le faire, quand je viens dans le cours que je donne ici, attendez, je vais juste vous montrer que là, je suis dans les paramètres. Si je veux revenir dans mon cours, je clique sur le burger menu. Soit je vais dans l'ensemble des cours, soit je vais dans le cours que j'enseigne, donc ce cours-là. Et que là, je vais dans travaux et devoirs. Donc, je suis dans l'espace de cours que j'enseigne. Je vous demande si vous souhaitez le faire, l'exercice avec moi. Donc, on va ensemble dans travaux et devoirs. Ensuite, on va dans plus créer. On va créer ce qu'on appelle une question. Souvent, les professeurs, moi, ce que j'ai remarqué, on n'utilise pas, on n'exploite pas assez ce type de devoir qui est question, tout simplement. Quand vous cliquez, ça vous donne une question, vous mettez le titre, quel jour on est aujourd'hui, par exemple, n'importe quelle question.
soit vous mettez une réponse courte ou choix multiple. C'est un peu limité malheureusement, mais bon, réponse courte pour pouvoir, disons, on veut créer un espace un peu comme forum. Donc là, pour n'importe quel devoir, à nouveau, vous dites pour quelle classe, pour quels élèves, est-ce que c'est pour l'ensemble des élèves ou une sélection des élèves? Est-ce que là, je vais mettre une catégorie de notes? Là, je vais revenir là-dessus, parce que là, vous pouvez pondérer les notations. Je vais dire aucune catégorie. Est-ce que c'est noté? Je mets pas de points, pas de notes. C'est-à-dire que là, ça ne va pas être noté, c'est juste une question. Vous pouvez noter aussi à ce moment-là. C'est-à-dire que là, en fonction des interactions et des rétroactions des étudiants, vous souhaitez peut-être noter ce travail sur une autre donnée. Vous pouvez imposer une date limite ou sans date limite. Vous pouvez l'associer dans thème. À nouveau, pour rappel, thème, c'était les classements, les rangements dans les travaux et devoirs. On met, par exemple, dans exercice, si vous voulez. Et après, là, très important, Mélissa, ce que tu disais, c'est que les étudiants, on veut qu'ils interagissent, etc. Il faudra garder cette case cochée. Les élèves peuvent répondre aux autres élèves. Donc, ça crée une espèce de forum, mini-forum. Et les élèves peuvent modifier les réponses. Si vous souhaitez que... souvent, on dit, s'ils ont réécrit quelque chose et peut-être ils veulent revenir en arrière. Bien évidemment, avant d'envoyer la réponse, ils peuvent modifier. Mais après envoi de la réponse, si on veut qu'ils reviennent en arrière pour modifier, on pourra activer ça. Sinon, on dit, non, moi, je veux que là, ils ont envoyé, c'est bon, donc on ne peut pas revenir en arrière parce que c'est peut-être une évaluation, par exemple, formative quelque part, où vous notez, vous dites, là, c'est entre guillemets one shot, donc là, on répond, on est bon ou pas, donc on ne peut pas revenir en arrière. Voilà. Voilà, par exemple, si je publie ça, vous allez peut-être voir que là, dans l'espace de cours, après, vous pouvez aller consulter comme vous voulez, dans ce cours de l'atelier Google Classroom, vous allez voir que là, il y a une question qui est envoyée, vous pouvez faire une réponse courte et que là, il peut y avoir des interactions et des rétroactions entre les étudiants également. Est-ce que c'est beau? Avez-vous des questions? Très bien. Oui, Mélissa? Je remarque quand même qu'il n'y a pas de grille d'évaluation ou de correction pour cet exercice-là. Oui. Fait qu'à ce moment-là, c'est juste une note que tu attribues. Exactement. C'est juste une note exacte. Ouais. Donc, on ne peut pas créer une grille d'évaluation. Après, sur la grille d'évaluation, c'est un autre sujet. Je pense que sur le sujet de l'évaluation, je pourrais peut-être vous proposer un petit atelier d'une demi-heure où je vais peut-être même faire une capture d'écran que je peux vous envoyer, vous pouvez les consulter en asynchrone. Parfois, ça peut être un peu complexe, l'évaluation, sachant que les options sont limitées, les paramètres sont limités. Ce n'est pas comme sur Moodle. Ici, ça peut être un peu sophistiqué parfois. Oui, Valérie, je vous en prie. Un petit peu, il faut que je réactive mon micro. Alors, moi, ce que je disais, que c'est au niveau des évaluations, quand j'en avais parlé avec Diane Macamo-Plourde, elle, ce qu'elle faisait, c'est que dans ses thèmes, elle mettait déjà avec les consignes liées au travail, elle mettait déjà sa grille de correction là. Donc, tout était dans le même document. Exactement, oui. Merci beaucoup. Excellent, c'est une excellente remarque. Moi, j'avais remarqué aussi parfois, par exemple, si vous mettez une question, effectivement, on n'a pas de grille d'évaluation ici, mais on peut quand même associer à une pondération. Par exemple, j'ai créé des pondérations ici, je vais vous expliquer ce que c'est plus tard. Et c'est que là, dans les instructions, on pourrait préciser et donner quelques consignes de là, la réponse que vous faites, ou en fonction du nombre de réponses, la qualité de vos réponses, je vais vous évaluer sur une base de, par exemple, 20 points que j'ai mis ici, et que là, ce sont ces critères-là. Critère 1, c'est 10%, critère 2, c'est 50%, critère 3, c'est 30%, par exemple. Voilà. Vous pourrez faire ça, effectivement, pour pallier ce problème. Ouais. Donc, si c'est bon, je vais continuer. 7e astuce ou technique, c'est gérer la réception des annonces des travaux et devoirs par les étudiants. Ça, on l'a vu, mais là, c'est rapidement. Pour dire que là, si vous souhaitez envoyer votre devoir, ou là, par exemple, imaginons que vous avez créé 2 sous-groupes, on va dire, d'étudiants dans votre classe. Vous pouvez aller ici, créer devoir, et puis vous pouvez associer ce devoir à, par exemple, 3 premiers étudiants, devoir numéro 1 et devoir 2, à ces 3 autres étudiants, on va dire, de la classe.
La grosse problématique à cette heure-là, donc aujourd'hui, présentement, avec Google Classroom, c'est que vous ne pouvez pas malheureusement créer des sous-groupes d'étudiants. C'est-à-dire que j'aurais aimé, si j'ai 25 étudiants, si j'ai 20 étudiants par exemple, quand je viens ici, j'ai tous les élèves, certes, mais j'ai sous-groupe 1 qui est composé de 10 étudiants, sous-groupe 2 qui est composé de 10 autres étudiants par exemple. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire, malheureusement, c'est une des limites de Google Classroom, c'est que là, vous devez faire malheureusement de façon manuelle. Bon, on n'a pas un nombre très, très important, on va dire, d'étudiants dans nos cours, mais bon, même jusqu'à 20, 25, parfois peut-être un peu plus d'étudiants, on a du mal parce qu'il faut faire attention à qui appartient à tel groupe. Ça, c'était une problématique qui reste toujours malheureusement avec Google Classroom. Mélissa? Ma question peut-être par rapport à autre chose, là, c'est que quand on corrige ou on laisse des commentaires dans un travail qui a été remis, surtout comme moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile de corriger à partir de Google Docs. Oui. Le seul défaut, c'est qu'à chaque fois que je fais une suggestion de modification ou un commentaire, j'ai l'impression que les étudiants qui sont propriétaires du document reçoivent une notification par courriel. Alors que je souhaiterais que, en tout cas, qu'ils ne reçoivent pas les commentaires avant que je rende le devoir. Oui. Je veux dire, quand tu as ta grille d'évaluation ou de correction, ça, ils ne le voient pas avant que tu rendes le devoir, sauf que les commentaires que tu laisses sur le document lui-même, ils les voient là, en temps réel. Oui, exactement. Pour être tout à fait honnête, là, comme ça, sur le champ, je te dirais que malheureusement, on ne peut pas configurer ça, mais je pourrais explorer cette question. C'est une excellente question et ça change tout le temps, on va dire, les fonctionnalités de Google, ça c'est un problème. Ou un avantage, en tout cas, ils améliorent quand même au fur et à mesure leurs solutions. Je peux regarder, mais effectivement, oui, quand tu laisses des commentaires, malheureusement, les personnes qui sont devenues des propriétaires de documents reçoivent des commentaires au fur et à mesure que tu les laisses. Mais je vais regarder, explorer ça, cette question-là. Je note. Je ne sais pas qui a levé la main, peut-être Stéphane, je crois. Oui, je t'en prie. Je voulais juste dire à Mélissa, le problème dont tu parles, moi, je l'ai contourné en créant moi-même les fichiers Google Docs pour chacun des étudiants. Là. Plutôt qu'eux me soumettent un fichier Google Docs et qu'ils m'y donnent accès, moi, j'écris 25 fichiers Google Docs, un pour chacun de mes étudiants, et c'est moi qui leur ai donné accès en disant « Tu vas faire tous tes travaux là-dedans. » Donc là, quand je commente, vu que c'est mon fichier à moi, ils ne reçoivent pas de notification à chaque commentaire, tu comprends? Oui, sauf qu'ils pourraient... Ils pourraient rentrer dans le fichier pendant que je suis là puis me regarder corriger. Là. Oui, ça, oui. Ils ont quand même accès, mais ils ne recevront pas une notification à chaque fois en disant « Quelqu'un est venu modifier quelque chose dans ton document parce que c'est en réalité le mien. » Oui. Par contre, Stéphane, juste une petite question. Est-ce que tu l'as fait via Google Classroom ou tu l'as fait juste sur Google Drive? Non, juste Google Docs. Google Drive, oui, c'est ça, Google Docs, oui. Drive. Mais là, aujourd'hui, je voulais voir comment j'aurais pu peut-être intégrer ces documents-là là-dedans. Alors, je vais te donner une astuce. Là, justement, c'est le point suivant qui va te faciliter la vie. Au lieu de créer 25 fichiers, en fait, Google Classroom te crée en fait, des 25 fichiers par étudiant sans que tu crées en fait, toi-même des fichiers. Je vais le montrer, mais là, cette histoire de laisser des commentaires, c'est vrai que c'est sur Google Classroom, je pense que ça va être un peu compliqué. Je vais regarder ça avec plaisir. Valérie? Oui, donc moi, ce que je me demandais, c'est au niveau, je sais qu'il y a sur certaines plateformes, c'est possible quand tu as une date de remise, on te dit, OK, le travail est dû aujourd'hui. Donc, on te rappelle que, bon, tu as une échéance. Disons que l'échéance, c'est, je ne sais pas moi, le 13 décembre à minuit, ben là, on te met sur le calendrier que tu as une échéance le 13 décembre à minuit. Donc, est-ce que ce serait quelque chose qu'on peut faire à partir de Google Classroom? Alors, vous pouvez, en fait, il y a une fonctionnalité d'agenda. Donc, sur agenda, vous pouvez peut-être définir vous-même manuellement, ça va être un peu manuellement, de laisser ces échéances et que programmer également une notification de cet événement dans le calendrier pour les étudiants de cours. Là, la remise
des travaux, peut-être avec un rappel, des choses comme ça. Bon, ça, c'est aussi quelque chose qui est configurable sur l'agenda de votre cours. C'est-à-dire que là, quand vous créez en fait un cours sur Google Classroom, ça vous crée automatiquement un agenda qui va être partagé avec tout le monde. Et donc là, dans cet agenda, vous pouvez modifier des choses. Je peux vous expliquer ça à tête reposée. Je vois que le temps tourne. Donc là, rapidement, juste 2-3 autres points que je voulais voir avec vous. Réutiliser les publications, c'est très rapide. Donc, c'est-à-dire que là, quand vous venez dans Travaux et Devoirs, vous pouvez faire cliquer sur plus, réutiliser le poste. Si vous souhaitez, par exemple, donner le même exercice en fait, que vous avez déjà donné dans un cours, de le donner dans un autre cours, vous pouvez venir ici, prendre cet exercice-là. Vous pouvez choisir est-ce que vous voulez récupérer l'ensemble des fichiers joints et puis réutiliser ici dans votre cours. Ça, c'est plutôt pratique parce que ça vous permet de ne pas recréer un nouveau. Bon, un nouveau, c'est dans Travaux et Devoirs, dans Plus créer, dans Réutiliser le poste, l'avant-dernier choix. Donc, ça vous permet de reprendre vos exercices si vous souhaitez refaire en fait un exercice qui était même dans un autre cours. Pareil, ça, vous pouvez le faire ici quand vous venez dans Flux, dans les 2 flèches qui se tournent, donc réutiliser le poste. Si vous avez déjà fait un poste donné pour dire bienvenue, etc., vous pouvez le réutiliser. Ça va vous permettre de gagner parfois un temps très important, notamment en ce qui concerne les travaux et devoirs. Je pense que c'est beau. Archiver et supprimer vos cours. Vous dites que là, j'ai déjà créé plusieurs cours et que là, je ne veux pas avoir ces cours-là dans mon catalogue, dans la page principale de Google Classroom. Quand je viens ici, à nouveau, quand je suis dans menu en haut à gauche, je clique sur cours et ça me ramène sur la page principale. Et donc, ce que je peux faire, c'est que là, je clique sur les 3 points verticaux et je clique sur archiver ensuite. Il va me poser la question, si vous archivez ça, donc vous annoncez, vous dites OK, archiver. Et à ce moment-là, ce cours disparaît de mon catalogue de cours principal. Et quand je vais à nouveau dans ce menu, il va me dire quels sont les cours archivés. L'avant-dernier choix, c'est les cours archivés. Et là-dedans, si je veux définitivement effacer ce cours, à nouveau, je viens sur les 3 points qui sont là. Et je dis, je veux supprimer. Il va me poser la question que là, si vous supprimez, vous allez tout perdre. Vous n'allez plus revoir en fait, les publications. Sinon, si jamais, par mégarde, vous avez archivé un cours et que vous souhaitez le ramener à votre catalogue principal, c'est pareil sur ces 3 points ici et vous faites « Restaurer ». Et donc là, le cours va être restauré et va être ramené en fait, à la page principale de vos cours. Juste une petite astuce, c'est que là, par exemple, moi, je veux que ce cours apparaisse avant l'autre. Et ce que je peux faire, c'est que je viens sur ce cours-là, je dis déplacer, déplacer en haut, c'est-à-dire que là, ça va être plutôt à gauche. Donc là, je clique et là, le cours va être placé en fait au tout début de ma liste. Donc, le dernier point, qui est un point très important par rapport à ta remarque, Stéphane, c'est attribuer une copie de devoir par étudiant. C'est-à-dire que là, dans un cours donné, vous allez dans Travaux et Devoirs, vous souhaitez créer en fait un devoir qui va être sur un Google Doc. Et donc là, ça va être un Google Doc. À moins que ce soit le même gabarit que vous... c'est uniquement dans cette condition-là, que ce soit le même gabarit. Vous appelez ça, par exemple, quelque chose, vous donnez un titre, vous dites examen semaine 1, par exemple, et donc là, vous mettez peut-être quelques consignes directement ici, ou vous ne mettez rien du tout. Là, ça va être la copie que l'étudiant devra rendre. Et donc, ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que c'est créé, ça va être archivé. Donc, par défaut, tout ce que vous créez comme document de Google Drive, ça va être créé et archivé dans un dossier Google Classroom dans votre Google Drive. Donc, vous allez voir, c'est à la racine, c'est quelque chose qui va s'appeler Google Classroom, ça va être archivé là-bas. Et donc là, quand je viens dans Travaux et Devoirs, vous voyez que là, parce que là, c'est une fonctionnalité récente, on va dire de Google Classroom, il rajoute toujours, en fait, pendant un certain temps, l'aide contextualisée pour dire que là, vous pouvez paramétrer le partage. Vous pouvez opter pour que les élèves affichent tous le même fichier. Ça va être juste un fichier qu'ils peuvent juste consulter, ils ne peuvent pas modifier. C'est juste, par exemple, un document qui est un peu un document de lecture, une source que vous souhaitez, par exemple, en format Google Drive, qui consultent. Les élèves affichent le même fichier et peuvent le modifier. Alors, moi, je ne partirai pas trop sur cette option-là, à moins que c'est un travail collaboratif. Vous
pouvez envoyer quand même un fichier. Donc là, il y a plusieurs personnes qui travaillent dessus, mais vous allez un peu perdre les modifications des uns des autres, à moins que vous alliez dans les traces d'historique de documents. Et enfin, chaque élève dispose de sa propre copie du fichier. C'est ça ce qu'on cherche ici, en fait. Donc là, si je fais OK ici, je vais faire une copie par l'élève. À ce moment-là, Google Classroom va créer l'ensemble des 25 Google Docs par étudiant et que là, vous allez recevoir 25 Google Docs modifiés et répondus par les étudiants que vous pouvez corriger et envoyer des notes. Mélissa? Ah, on t'entend. Est-ce qu'on peut faire un test? Parce que je ne suis pas certaine que les commentaires, qui va être propriétaire de ce document-là, si c'est toi comme enseignant ou si c'est les élèves? Alors, normalement, on va faire le test, effectivement. On va faire le test. Parce que je m'en suis servi de cette option-là. Je trouve ça pratique quand on a un gabarit, qu'on veut juste qu'il insère des réponses dans le gabarit, mais ça pourrait être utile pour d'autres choses aussi, mais je ne suis pas certaine au niveau de la correction si on reçoit des notifications au fur et à mesure que... D'accord. Ok, je vois ce que tu veux dire. Bon, là, je publie ici. Vous allez le recevoir. Donc, le travail est publié. Et donc, si vous avez juste 2 minutes, rapidement, allez dans ce devoir et laissez un mot, donc test, bonjour, tout ce que vous voulez. Moi, je ne l'ai pas reçu. Où je devrais aller direct dans l'atelier? Normalement, tu devras recevoir un courriel. Sinon, si tu vas dans ce cours-là et dans tes travaux, tu devras pouvoir le voir. Okay. Ça s'appelle Test Google Docs. OK. Là, j'ai soumis le travail, là. D'accord. Je ne sais pas si tu peux aller faire un commentaire sur le... Oui, bien sûr, oui. OK, je l'ai. Consigne du travail. Alors, est-ce que tu l'as remis, le travail, Elissa? J'avais oublié de remettre, de remettre la deuxième fois. Là, je pense qu'il faut appuyer 2 fois. D'accord. Donc là, je vois, donc juste pour vous montrer comment j'accède à ça, il y a plusieurs façons d'accéder dans corriger à corriger dans le menu principal. Sinon, je viens, là, je reçois des courriels également. Donc, je viens, à nouveau, je retourne en arrière, dans travaux et devoirs. Je vais dans afficher le devoir. Quand je clique sur le devoir, afficher le devoir, et je vois, il y a 2 remis, il y a 4 attribués. Donc là, quand je clique sur 2 remis, je peux aller voir le travail, par exemple, de Michel. Là, il me dit afficher le devoir de l'élève dans une fenêtre externe, si jamais. Suivant. Et donc là, il a laissé quelque chose de plus. Est-ce que Michel t'avait laissé un mot là-dedans ou rien du tout? Par curiosité. Il me semble que oui, j'avais mis une petite phrase. Ah, ça c'est bizarre. Mais j'ai peut-être pas écrit à la bonne place. Est-ce que tu as laissé la phrase? Peut-être pas soumis. J'ai peut-être pas écrit à la bonne place. Alors, je vais dans le travail de Mélissa pour voir. J'ai écrit dans le commentaire où il fallait que je réponde. Oui. Ah, voilà. Là, pour Mélissa, je vois, donc tu avais laissé bonjour. Et si je laisse, par exemple, un commentaire ici, merci, commenter. Et donc, normalement, tu vas devoir recevoir une notification. Et là, tout de suite, ici, je peux attribuer une note. Moi, je lis le travail. Je dis là, c'est 100 sur 100, par exemple, ce travail. Je peux même laisser un commentaire privé. Dire, un seul commentaire privé, je sais qu'ils les reçoivent automatiquement. Oui. Mais je vais voir. Comme c'est là, je n'ai rien reçu, là. Mais ça prend quelques minutes. D'accord, oui. Parfois, oui, exactement. Là, c'est un problème. Et donc là, une fois que là, j'ai vu le travail de Mélissa, oui, rends-le pas tout de suite. Je vais rendre le travail, exactement. Ah oui, je vois que
ajouter un commentaire privé. Exactement, oui. Avant de le rendre. Oui, exactement. Et j'ai laissé aussi un commentaire dans le texte. Oui. Ah, OK. Non, celui-là, je ne l'ai pas reçu, par exemple. Ah, c'est bizarre. Si tu réaffiches, si tu... si j'ouvre le document, à ce moment-là, oui, je peux voir, je crois, le commentaire. D'accord. Mais le commentaire, merci, je ne l'ai pas reçu par courriel, puis c'est ça que je voulais savoir. D'accord. Bon, c'est peut-être une amélioration récente également, c'est que là, ça ne va pas polluer, on va dire, des commentaires. Après, on pourra aller plus loin avec ces fonctionnalités, on pourra faire des tests, mais ça par rapport à tes besoins de cours, si vous avez des besoins particuliers. Stéphane, si tu veux qu'on teste avec plusieurs étudiants. Yves, tu avais une question, je crois. Oui, parce que moi, je l'utilise quelquefois, le plus souvent avec les QCL, et il arrive que certains étudiants remettent, mais moi, sur mon tableau de bord, là, ça reste toujours non remis. Ah oui. Alors, quelquefois, je suis obligé d'aller dans les réponses et tout, je retrouve. Mais il est arrivé des moments où je n'ai pas trouvé. D'accord, je vois. C'est-à-dire que là, juste pour bien comprendre ta problématique, c'est que là, tu as créé en fait un questionnaire. Et donc là, c'était un Google Form, j'imagine, que tu as envoyé. Et donc là, tu avais du mal à recevoir les réponses, c'est ça? D'accord. Donc là, en fait, ça, c'est un peu particulier, c'est un peu sophistiqué aussi parfois. C'est que là, récemment, il y a des paramètres. Donc, dans les paramètres, si tu l'as converti en questionnaire, donc voilà, il y a pas mal de paramètres qu'on pourra mettre en place, notamment le fait après examen manuel. Donc, c'est-à-dire que là, dans les réponses, il va activer tout de suite qu'on va collecter les adresses email. Donc là, il faut obligatoirement opter pour ça parce que tu ne vas pas savoir qui a rendu quel travail. Donc là, ça va être manuel et donc ça va être un peu compliqué. Effectivement, dans le fichier Excel qui va être généré, tu vas voir que quelqu'un a répondu, mais quelqu'un n'a pas peut-être son adresse mail n'apparaît pas. Peut-être que tu as demandé le nom et le prénom. Et là, il faut obligatoirement demander ça parce que ça va te simplifier la vie derrière pour attribuer les notes. Parce que tu peux direct, en 2 clics, récupérer l'ensemble des notes en fait, des personnes qui ont répondu à ton quiz et remettre l'ensemble des notes en faisant 2 clics simplement. Donc ça, c'est assez utile. Mais là, c'est des fonctionnalités, on va dire, un peu poussées de Google Classroom que je pourrais détailler peut-être à d'autres moments. Si vous souhaitez, on peut prendre le temps calmement pour rentrer un peu dans les détails. Aujourd'hui, si je voulais juste vous expliquer ça, les questionnaires, comment faire, c'est ce que je l'ai pas mal utilisé récemment. Je pense que ça nous aurait demandé au moins 1 heure rien que pour ça. Donc là, j'ai parlé de quelques limites. Là, comme je vous ai dit, il y a un manque de paramétrage dans le système. Donc, ce n'est pas réellement ce qu'on appelle un LMS, un Learning Management System, contrairement à Moodle qui est vraiment conçu pour être vraiment un système de gestion avec plusieurs paramétrages. L'avantage qu'il y a, bien évidemment, c'est que c'est très visuel, c'est simple, c'est très Google, on va dire. Là, l'autre problème, c'est l'impossibilité de voir ce que voient les étudiants, les notifications courriels. Bon, ça, c'est quand même toujours problématique. Alors que dans Moodle, vous avez la vue étudiant, vous pouvez prendre le rôle de l'étudiant, activer le mode édition, de voir ce que vous voyez, ce que les étudiants voient. Donc ça, c'est assez utile. Ici, malheureusement, on ne l'a pas. Présentement, il n'est pas possible de créer des sous-groupes d'étudiants, comme je vous ai dit. Ça, c'est dommage. Pardon. Des sous-groupes d'étudiants, ce serait utile parce que si vous faites des travaux en équipe, donc vous voulez créer par exemple plusieurs équipes et que là, à un moment de cours, vous souhaitez changer la configuration des équipes, ça, on ne peut pas le faire. On ne peut pas insérer des liens Zoom pour que ce soit des liens qu'on peut cliquer. Donc, pour pallier ce problème, moi, ce que je vous ai proposé, c'est d'insérer dans Salle, quand vous créez votre cours, insérer ça, comme ça laisse une trace et les étudiants savent où aller chercher le lien. Il y a dans les notations l'impossibilité de mélanger des examens en ligne avec des examens, enfin, il manque une partie de phrase, avec les examens en classe. Imaginons que vous faites un examen à l'oral et que là, ça va être noté aussi. Et donc là, c'est inclus dans la notation et dans la pondération. Et donc à ce moment-là, ça va être un peu compliqué parce que vous avez des notes, par exemple, ce qu'on a vu sur Google Docs ou Google Forms, vous récupérez les notes, vous donnez les notes, mais là, sauf que là, vous avez fait, par exemple, une présentation orale. Vous n'avez pas un onglet ici qui va s'appeler, par exemple, créer un devoir en classe pour pouvoir après insérer des notes. Bon, il y a des façons de contourner ce problème. Moi, j'ai fait ça dans un cours avec un de mes collègues, c'est que
On a créé en fait un devoir et on a demandé aux étudiants de dire quelles notes ils ont obtenues, ou que là, on est allé après derrière manuellement entrer des notes pour pouvoir avoir l'ensemble des notes, pour pouvoir calculer les notes finales. Donc, ça, c'est quand même toujours un problème. Voilà, bon là, ce que je disais, c'est que oui, par rapport à un examen à l'oral, par exemple, on ne peut pas hybrider, entre guillemets, faire des hybridations des examens. Pour aller plus loin, donc on pourrait prendre le temps, comme je vous ai dit, on pourrait quand même faire pas mal de choses. Il y a récemment quelque chose qui s'appelle activer les rapports sur le degré d'originalité. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est quand vous créez en fait un devoir simplement. Vous pouvez cocher cette case de vérifier l'absence de plagiat. Et donc là, quand vous faites ça, ça va permettre aux étudiants, déjà quand ils sont en train d'écrire sur le Google Doc, ils vont voir, il y a 3 rapports qui vont être générés pour les étudiants de leur côté, qui va leur permettre de savoir est-ce qu'ils ont fait du plagiat, est-ce que ça ressemble à un texte qui se trouve ailleurs, parce que c'est des moteurs de recherche de Google, c'est assez puissant, et que quand vous recevez en fait le devoir des étudiants, Google Classroom vous génère un rapport avec ce que ça s'appelle #passage signalé, c'est-à-dire que ça va vous montrer quels sont les endroits où c'est potentiellement des copier-coller de différents endroits. Je n'ai pas encore testé, pour être tout à fait honnête avec vous. Je pense que ça devrait plutôt bien fonctionner. On pourrait avec grand plaisir faire le test ensemble si vous voulez à un moment pour voir ce que ça donne, parce que je pense que c'est en version toujours bêta, entre guillemets, c'est en cours de développement. Donc, on verra ce que ça va donner dans le futur. On pourrait faire, comme je vous ai dit, notation un peu complexe, parce que ça m'est arrivé une fois en accompagnant une professeure. Elle souhaitait faire un exercice sur 30 points, mais après ramener en fait ces 30 points à 100 points. Donc ça, c'est un peu compliqué sur Google Classroom. Automatiquement, on ne peut pas le faire. Il faut faire des passages un peu manuels, on va dire. Il y a pas mal d'extensions sur Google que vous pouvez rajouter. Il y a quelque chose que moi j'aime bien, par exemple pour un devoir, on va dire en Google Docs. Ce que je pourrais faire, c'est je peux laisser des commentaires. Si je mets ici, je peux laisser des commentaires en commentaire. Ici, ça ne marche pas. Parfois, je peux laisser des commentaires audio avec une application qui s'appelle Mento ou Mato, je crois, qui permet, je peux vous envoyer le lien. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 3 minutes de commentaires audio, en fait, au lieu d'écrire votre commentaire. Moi, j'emploie Kaizena, mais c'est limité à 30 secondes là, si je ne paye pas. Qu'est-ce que c'est cette... comment tu l'as appelé? Alors, je vais te trouver le nom. Ça fait un bout de temps que je l'ai installé. Je pense que si je viens ici, je dois l'avoir. Exemple, examen. Oui, attends, pardon, excuse-moi. Pour le document qui a été remis par Mélissa, par exemple, je peux aller voir que j'avais laissé un commentaire, les 4 remis. Pardon. Ouais. Parce que là, j'ai rendu le travail de Mélissa, je crois. Et là, dans la version du Google Docs créée, là, on n'a pas accès aux modules complémentaires. Pardon? Alors non, en fait, il faut installer l'extension, ce qu'on appelle un plugin ou add-on. Donc, c'est ça, en fait, c'est Mento, je crois. Mote, pardon, M-O-T-E. Donc, tu peux l'installer. Donc, je vais t'expliquer comment l'installer. Donc, tu peux taper sur Google, extension Google. Après, ça te renvoie, en fait, dans l'espace des extensions de Google et tu peux taper là-bas M-O-T-E, Mote. Et là, par extension, tu veux dire module complémentaire? Est-ce que c'est exactement, oui, c'est ça. Ça s'appelle module complémentaire, exact, oui. Il y a plusieurs noms. En anglais, on dit add-on, plugin, des choses comme ça. Extension aussi. Donc là, ça te permet d'enregistrer jusqu'à 3 minutes. Donc, il faut autoriser quand même que l'application ait accès à ton micro. Mon micro, c'est occupé par Zoom. Là, maintenant, je ne peux pas le faire. Mais là, tu peux enregistrer jusqu'à 3 minutes de commentaires audio. Ça simplifie la vie parce que parfois, on n'a pas envie d'écrire beaucoup. Donc, tu peux laisser juste un commentaire. Les étudiants pourront juste cliquer sur jouer. Et donc là, ils vont entendre ta commentaire. Mais elle est où la fonction add-on dont tu parles? Alors, add-on, moi, ce que j'avais fait, c'est que tout simplement, dans Google, j'ai écrit extension Google. Et donc là, quand tu vas à extension dans Chrome Web Store, tu tapes Mote, par exemple. Et donc, quand tu vas là-dedans,
Moi, je l'ai déjà ajouté en fait à mon Chrome. Il faut être sur Chrome par contre. Ah, d'accord. OK, c'est pas Ouais, là, je suis pardon. sur Safari, là, Ouais. puis je le voyais pas. Je ne OK. suis pas certain si ça marche sur Safari ou autre chose, mais bon, sur Chrome, ça marche. Ça, c'est utile. Voilà. D'autres choses qui est plutôt sympathique, vous souhaitez peut-être avoir accès à un tableau de bord sur les statistiques de votre cours. Il y a un autre site web qui s'appelle Schoolitics. Et donc là, dans Schoolitics, vous pouvez voir un peu l'évolution de votre cours. Et donc, vous devez autoriser Schoolitics à avoir accès à vos cours. Donc là, c'est des données agrégées. Bon, là, pour l'instant, il n'y a rien, je crois. C'est bizarre un peu. C'était le cours, c'est peut-être pas sur le bon cours. Mais bon, en tout cas, ça vous donne une espèce de tableau de bord où vous pouvez voir un peu l'implication des étudiants, les travaux rendus. Il y a pas mal de choses là-dessus qui sont pas inintéressantes, en tout cas. Bon, si jamais vous souhaitez aller plus loin, on pourra l'explorer ensemble. Et puis, il y a quelques applications qui peuvent être intégrées avec Google Classroom. Donc, il y a Kahoot, il y a Flip Quiz pour faire un peu des quiz et des questionnaires un peu plus sympathiques. Mais c'est bon, ça reste encore un peu limité, ces fonctionnalités-là. Mais tout ça pour dire que l'outil a ses potentiels quand même si, à mon sens, bon, ça m'engage que moi, c'est mon avis personnel, c'est que ce n'est pas vraiment un LMS. A priori, moi, pour les cours, j'ai plus tendance à utiliser Moodle parce que ça donne beaucoup plus de flexibilité dans les paramétrages. Au début, on pense que j'avais des cas des professeurs qui aimaient beaucoup Google Classroom, mais après, on arrive dans parfois des impasses, on ne peut rien faire et donc ça nous génère beaucoup de travail manuel. Alors que si on arrêtait sur Moodle, avec quelques paramétrages au début, ça nous aurait facilité beaucoup la tâche derrière pour les notations, les évaluations, etc. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, cet atelier. Je vais vous envoyer ce support de slides que je vous ai montré. Je vais peut-être intégrer des captures d'écran sous forme un peu image animée, des GIFs ou des petites vidéos que je vais insérer là-dedans. Comme ça, vous allez avoir un petit guide, on va dire, de Google Classroom. Et moi, je reste bien évidemment, comme toujours, disponible si vous souhaitez explorer des choses. Et comme je vous ai dit, malheureusement, l'inconvénient majeur de ce type d'outils, comme Google Classroom ou Padlet ou autres, qui sont des outils basés sur le web, c'est qu'ils font des mises à jour sans nous prévenir. Donc là, on vient du jour au lendemain, il y a des choses qui sont changées. Là, sur Google Classroom, heureusement, depuis l'année dernière, il y avait pas mal d'améliorations qui sont utiles. Mais bon, en tout cas, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions ou des remarques, on peut travailler ensemble. Et Alexandre, le cours test que j'ai créé ce matin là, pour te suivre, là, si je veux juste le deleter, le supprimer, je ne veux pas l'archiver, je veux juste qu'il disparaisse complètement. Là. Alors, là, en fait, il faut que tu passes par l'étape d'archivage. Tu sais, là, par exemple, ici, si c'est ton cours test, tu cliques sur les 3 points, tu fais archiver d'abord. Et après, il te dit, est-ce que vous êtes sûr de vouloir archiver? Dans les archives, tu peux récupérer si jamais. Et là, tu vas à nouveau dans ce menu-là, dans cours archivé. Et donc là, je peux cliquer ici sur les 3 points nouveaux et je dis… OK. Là, mais pour nous, ça serait, comme étudiant, c'est se désinscrire, je crois. Alors, c'est se désinscrire, exactement. Ou je peux effacer le cours si vous voulez, parce que ça pollue effectivement un peu la visualisation pour vous. Donc, vous pouvez vous désinscrire de cours simplement si vous souhaitez, donc il n'y a aucune obligation, ou je peux effacer le cours sans problème. Merci beaucoup, Pauline. Merci de ta présence, de ta participation. Bonne fin de semaine. Merci à toutes et à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux rester encore quelques minutes. Sinon, je vous souhaite une belle fin de semaine. Aussi, salut. Merci beaucoup, Michel. Merci, Yves. Salut, à bientôt. Merci Stéphane. Alexandre, vas-y, dis-moi, je t'en prie. Oui. Ce n'est plus le cours. Hein. Je t'en prie. Oui. Par rapport à la semaine prochaine, il n'y a pas de problème, je continue. D'accord.